Les États-Unis ont lancé lundi une nouvelle campagne contre l'Iran, baptisée Economic Outcast. Cette opération vise à bloquer toutes les sources potentielles de revenus de Téhéran, en poussant les nations mondiales à rompre leurs liens économiques avec l'Iran. Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a menacé de représailles tout pays refusant de se conformer à cette nouvelle injonction. Every country, every entity should know that they should be prepared to face U.S. sanctions. And no one is above this. We are going to hold everyone accountable, and this is economic asphyxiation of this regime. Iran now faces a very clear choice with only two paths before them: complete global isolation and a subsistence economy, or a path back to normalcy with an opportunity to rejoin the global economy. L'avertissement de Scott Bessent intervient environ 6 mois après que les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran ont marqué le début de la guerre dans la région. Depuis, le conflit s'est largement enlisé, alors que les négociations sont dans l'impasse et que les tensions s'intensifient autour du détroit d'Ormuz. L'Union européenne a approuvé une nouvelle enveloppe budgétaire de 6,1 milliards d'euros destinée à l'Ukraine pour l'acquisition de matériel de défense dans le cadre du programme de près de 90 milliards d'euros mis en place plus tôt cette année. Cette aide intervient alors que l'Ukraine célèbre le 35e anniversaire de son indépendance, dans un contexte d'intensification des attaques russes sur les grandes villes du pays et de l'augmentation de victimes civiles en raison d'une pénurie accrue de systèmes de défense aérienne. Selon un communiqué de la Commission européenne, ce financement doit permettre à Kiev d'acquérir les équipements de défense nécessaires, mais aussi des missiles, des munitions et des radars provenant de fabricants européens. Plusieurs dirigeants européens étaient à Kiev pour assister aux célébrations et ont participé à une série de réunions dans le cadre de la coalition des volontaires visant à mobiliser un soutien aérien supplémentaire et des approvisionnements énergétiques pour l'Ukraine à l'approche de l'hiver. Ils ont également participé à la cérémonie de commémoration des soldats morts sur le front. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et sa femme Olena Zelenska ont déposé des gerbes de fleurs au pied du mur du souvenir, un mémorial dédié à tous les combattants morts depuis le 24 février 2022. Aucun représentant de l'administration Trump n'était présent aux célébrations. Ce samedi, les Islandais vont décider s'ils veulent relancer les négociations pour rejoindre l'Union européenne. Un oui permettrait de reprendre les discussions avec Bruxelles, un non refermerait une nouvelle fois la porte de l'UE. L'Islande avait pourtant fait acte de candidature en 2009, en pleine crise financière, mais 4 ans plus tard, avec l'arrivée au pouvoir d'une coalition eurosceptique, les négociations avaient été suspendues. À cette date, l'économie islandaise s'était largement redressée et le soutien de l'opinion publique à l'adhésion à l'Union s'était également estompé, la pêche constituant un sujet de discorde. Depuis, le contexte a changé. Fin 2024, un gouvernement pro-européen dirigé par Kristrún Frostadóttir est arrivé au pouvoir et a remis la question de l'adhésion sur la table. Depuis lors, des événements géopolitiques majeurs ont redessiné le paysage international, notamment la menace du président américain Donald Trump de s'emparer du Groenland et la transformation de l'Arctique en zone stratégique pour les terres rares, ce qui a fait d'une coopération plus étroite avec l'UE un élément clé pour la sécurité de l'Islande. Les derniers sondages d'opinion indiquent que les résultats devraient être très serrés. Jean-Luc Mélenchon peut-il décrocher sa place au second tour ? À 8 mois de l'élection présidentielle française, un nouveau sondage Toluna Harris Interactive place le leader de gauche de la France insoumise en position de se qualifier dans 3 des 5 scénarios testés. Jean-Luc Mélenchon est crédité de 16 à 17% des intentions de vote contre 12 dans la précédente mesure de l'Institut en avril, une progression suffisamment nette pour lui permettre de rattraper Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre et candidat du parti de droite Horizon, longtemps considéré comme principal prétendant à la 2e place derrière Marine Le Pen, la candidate d'extrême droite du Rassemblement national. La percée de Jean-Luc Mélenchon intervient au moment même où Raphaël Glucksmann a officiellement annoncé dimanche sa candidature à la présidence, se positionnant comme une alternative social-démocrate et pro-européenne à LFI.
Cette dynamique se heurte toutefois à un obstacle majeur dans la course à l'Elysée. Dans l'hypothèse d'un face-à-face avec Marine Le Pen, le sondage la donne largement gagnante avec près de 68% des voix contre 32% pour le leader d'LFI. Marine Le Pen devance également tous les autres candidats testés, bien que son avance soit nettement plus faible face à Édouard Philippe. Le téléphone portable sera bien interdit dans tous les lycées de France à la rentrée. La porte-parole du gouvernement Maude Bréjon a confirmé ce lundi la décision du président Emmanuel Macron de promulguer la loi qui contient cette mesure. L'interdiction, par exemple, des portables dans les lycées a été validée par le Conseil constitutionnel. Et donc, le président de la République a pris la décision de promulguer la loi censurée sans les articles censurés, cela va de soi, pour appliquer avec un cadre juridique stabilisé les outils qui ont d'ores et déjà été validés. Dit autrement, l'interdiction des portables dans les lycées pourra être effective dès la rentrée avec un cadre juridique stable, consolidé et législatif. Des exceptions pourront être instaurées pour permettre des usages pédagogiques ou s'adapter à certaines nécessités administratives, ainsi que pour les étudiants inscrits dans des formations dispensées dans les lycées, par exemple les préparations au concours des grandes écoles. Cette mise en application va cependant se faire sans l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, censurés par le Conseil constitutionnel plus tôt ce mois-ci. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a d'ores et déjà annoncé une nouvelle rédaction de ce texte qui prendrait en compte les remarques de la plus haute instance juridique de l'État. D'ordinaire paisible, la station des Deux Alpes était au cœur d'une polémique il y a quelques jours, suite à une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux et dans laquelle la gérante de cette buvette tient des propos antisémites. Trop nombreux. C'est qui on est trop nombreux, madame? La communauté juive est trop nombreux. Et alors? C'est qu'à un moment donné, ça excède les gens. Ça excède les gens? Mais bien sûr. Le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête après cette affaire, mais cet incident a jeté un froid dans la station, où se rendent chaque été depuis des décennies des familles juives orthodoxes. Disons que ça met une mauvaise ambiance sur la station. Ils ne coopèrent pas du tout, ils ne participent à rien, ni restauration, ni bar, ni activité. Enfin, juste les activités des enfants, les jeux, c'est tout. Cette affaire a également délié les langues et mis en lumière des points de crispation qui peuvent exister dans les Alpes entre la population locale et certains vacanciers. Il y a d'autres personnes, même quand on marche dans la rue avec les enfants, qui parlent mal aux enfants parce qu'ils ont des kippotes. C'est-à-dire que les gens sont frustrés, qu'il y a des enfants, qu'il y a beaucoup de juifs. Donc c'est pas la seule finalement. Quand j'étais à Tignes, il y avait des problématiques sur par exemple la piscine, sur le fait de devoir se baigner, que les hommes, que les femmes, il fallait que les maîtres nageurs soient du même sexe que les baigneurs. Et c'est vrai que c'est des fonctionnements qu'on n'a pas, donc qui peuvent, je ne sais pas si conflit c'est le bon mot, mais en tout cas il y a une nécessité d'ajustement et des fois c'est des points bloquants tout simplement. Le maire de l'Alpe d'Huez a lui aussi réagi à la polémique. Il dit se souvenir de moments de tension dans le passé, mais il assure que depuis la situation s'est largement améliorée. En République démocratique du Congo, la Croix-Rouge tire la sonnette d'alarme face à la multiplication des attaques contre les équipes mobilisées dans la lutte contre Ebola. 6 agents ont été blessés la semaine dernière. Dans un communiqué, l'organisation dénonce des violences inacceptables contre les bénévoles et le personnel humanitaire. Yesterday, one of our ambulance was attacked here. One of the ambulance of the response operation was attacked here, in Bunia, and we are really extremely, very regularly challenged by these situations, by these attacks on healthcare services. Depuis le début de l'épidémie d'Ebola, déclarée à la mi-mai, 12 bénévoles ont été blessés au cours de 11 attaques distinctes. Des ambulances ont également été endommagées et du matériel détruit. À l'origine d'une partie des tensions, les mesures sanitaires imposées pour éviter la propagation du virus lors des enterrements des victimes, qui restent contagieuses même après leur décès. Pour tenter de désamorcer la méfiance, des jeunes parcourent désormais l'est du pays à bord de caravanes pour sensibiliser la population au danger du virus et à la nécessité de laisser les équipes médicales intervenir. Sur terrain, lorsque les équipes de la riposte arrivent pour faire leur travail,
il y a la jeunesse qui les attaque pour qu'ils ne puissent pas faire bien leur travail. Alors cette activité est organisée pour montrer à ces jeunes-là que la maladie existe réellement et nous devons tous unir nos efforts pour que cette maladie puisse être éradiquée. Selon l'OMS, en RDC, plus de 5300 cas d'Ebola ont été confirmés et plus de 2500 personnes sont mortes du virus en près de 3 mois. En Nouvelle-Zélande, le Premier ministre Christopher Luxon veut interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Le projet de loi impliquerait une vérification de l'âge des utilisateurs sur les plateformes telles qu'Instagram ou TikTok. We would never knowingly let our children wander into places in the real world we know to be unsafe. We put boundaries around cars, around alcohol, around gambling, because we know children aren't yet equipped for them. And yet online we've left them almost completely unprotected. En cas de non-respect de ces nouvelles règles, les plateformes pourraient se voir infliger une amende pouvant atteindre 10% de leur chiffre d'affaires mondial. This is a generational shift. We are the first generation of parents raising children in a fully digital world. There is no rule book for this, but we know enough to act. Le texte est pour l'heure loin d'être adopté. 2 des 3 partis de la coalition au pouvoir s'y opposent. Avec cette mesure, Christopher Luxon entend inscrire la Nouvelle-Zélande dans un mouvement déjà engagé par plusieurs pays pour restreindre l'accès des mineurs aux réseaux sociaux. L'Australie a été la première à mettre en œuvre une interdiction pour les moins de 16 ans, tandis que la France et le Royaume-Uni travaillent également à renforcer les restrictions.